banques, des supermarchés, des ports, des aéroports, des hôpitaux, des chaînes de télé perturbées par une panne informatique géante. On en parle cette semaine dans Monde Numérique, l'hebdo. Bienvenue. Ce n'est pas tout, l'actu de la semaine, c'est aussi OpenAI qui lance un nouveau mini ChatGPT, le bras de fer entre l'Union européenne et Elon Musk à propos du réseau social X, et puis le contrôle parental désormais obligatoire sur tous les écrans connectés vendus en France. Le débrief transatlantique avec Bruno Guglielminetti, on reviendra sur cette décision de Meta qui renonce à lancer son intelligence artificielle en Europe à cause de la réglementation. Et puis on parlera aussi de ce réseau social étonnant, Aspect, peuplé uniquement de robots. L'innovation de la semaine, je vous parlerai des smartphones du futur qui seront encore plus pliants et encore plus fins. Et puis surtout les interviews de Monde Numérique. Une semaine après la sortie en France du Vision Pro, la société LS Group, spécialiste des contenus en réalité virtuelle, nous dira ce qu'il faut espérer et attendre du casque d'Apple. On s'intéressera aussi à l'impact de l'intelligence artificielle sur notre manière de nous informer avec le spécialiste des médias Frédéric Fillou. Enfin, science-fiction, comme chaque mois, la chronique Écho du futur du prospectiviste Olivier Parent sera consacrée ce mois-ci au roman Neuromancien. Bienvenue dans Monde Numérique, l'hebdo du 20 juillet 2023. Monde Numérique, Jérôme Colombin. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'hebdo, Monde Numérique l'hebdo. Chaque samedi, c'est 50 minutes de news et d'interviews. Et puis les autres jours de la semaine sur Monde Numérique, des interviews long format, des éditos, des bonus. Tout cela disponible sur toutes les plateformes de podcast. Sur YouTube, où vous êtes de plus en plus nombreux à écouter ce podcast. Et puis aussi à regarder de temps en temps les petites vidéos que je vous fais. Il y en a pas beaucoup, hein. C'est pas le cœur d'activité de ce média, mais de temps en temps, une petite vidéo, ça fait pas de mal. Et puis Monde Numérique, c'est aussi une newsletter, hein. Surtout, abonnez-vous, n'hésitez pas, en allant sur le site mondenumérique.info. Vous recevrez comme ça à chaque fois dans votre boîte mail l'essentiel de l'actu de la semaine et puis des interviews, des réflexions, des éditos, etc. Bon, c'est pas encore les vacances pour Monde Numérique, mais on s'en approche. Et on prépare notamment 2-3 petites choses, voilà, pour ne pas vous laisser quand même sans podcast pour l'été. Et dites-moi d'ailleurs ce que vous préféreriez écouter, si ce serait plutôt d'approfondir des sujets d'actualité, décrypter des technologies, réécouter des interviews à côté desquelles vous êtes peut-être passé. Donc vos feedbacks, vos retours sont toujours les bienvenus, hein, via les réseaux sociaux ou bien par mail, via le site mondenumérique.info ou même vous pouvez m'envoyer un message audio. Allez, c'est parti pour l'actu de la semaine. L'actu de la semaine. Et évidemment, on commence donc par cette incroyable panne, donc survenue juste avant le week-end, panne sur les ordinateurs Windows, une panne causée par un défaut sur un logiciel de sécurité de la société américaine CrowdStrike. Résultat, la moitié du monde, ou presque, plongé dans une espèce de chaos informatique. Cette panne a en effet touché d'innombrables organisations. On voit ça en détail avec le journaliste virtuel de Monde Numérique sous contrôle humain, Nicolas. Des banques, des supermarchés, des ports, des aéroports, des hôpitaux, des chaînes de télé et même le comité des Jeux Olympiques à Paris ou encore, plus grave, le service d'urgence 911 aux États-Unis. Cette panne sans précédent a touché d'innombrables secteurs, occasionnant des perturbations de programmes, des interruptions de vol et d'interminables files d'attente. Bref, un quasi blackout mondial. Tout a commencé jeudi 18 juillet à 18h heure locale aux États-Unis, puis les problèmes se sont propagés comme une traînée de poudre en Australie et ensuite en Europe au fur et à mesure que les entreprises entamaient la journée. Vendredi matin, c'était des millions d'ordinateurs dans le monde, peut-être même des dizaines de millions qui étaient affectés. Alors que s'est-il passé ? On a cru tout d'abord qu'il s'agissait d'une défaillance du côté de chez Microsoft. Mais en fait, si ça concernait bien les PC sous Windows, ce n'était pas directement l'éditeur de logiciels de Seattle qui était en cause. Déjà, ce n'est visiblement pas une cyberattaque, mais une panne. Une panne qui a pour origine non pas directement un produit Microsoft, mais un logiciel de sécurité de la firme américaine CrowdStrike. En l'occurrence, le système Falcon de CrowdStrike, qui, paradoxalement, est un logiciel de sécurité servant à prévenir les cyberattaques.
un programme utilisé par de nombreuses grandes entreprises et comme souvent, il s'agit d'une mise à jour qui s'est mal passée. Cela a eu pour conséquence de bloquer le fonctionnement de la suite logicielle de Microsoft Office 365. Les utilisateurs se sont retrouvés face au fameux écran bleu de la mort, en anglais Blue Screen of the Death, connu également sous les initiales BSOD. Chaque redémarrage d'ordinateur faisant à nouveau planter le système et les utilisateurs se retrouvant alors dans une boucle infernale de redémarrage. Voilà, alors il y a encore 2 mois, personne ne connaissait ce CrowdStrike. Aujourd'hui, tout le monde en a entendu parler. Bon, c'est pas forcément très bon, et notamment pour les cours de bourse de cette société. Mais il faut dire quand même que c'est une entreprise très sérieuse. C'est le numéro 2 mondial de la cybersécurité. Quoi qu'il en soit, maintenant, du point de vue pratique, la question qui s'est posée évidemment très vite, c'est une fois qu'on a identifié le problème, c'était de savoir comment remettre les choses en route. Rapidement, une solution à appliquer soi-même pour s'en sortir a commencé à circuler sur les réseaux sociaux. La recette, redémarrer son ordinateur en mode sans échec, supprimer à la main un fichier dans le répertoire CrowdStrike, puis redémarrer à nouveau. Mais évidemment, à l'échelle d'un parc informatique d'entreprise ou de serveurs dans le cloud, c'est plus facile à dire qu'à faire. CrowdStrike, de son côté, a annulé la mise à jour défectueuse. Mais il faut évidemment pas mal de temps pour que tout cela se propage et donc pour un retour à la normale à l'échelle mondiale. Voilà, une panne historique donc, et qui en dit long à la fois sur la vulnérabilité de nos systèmes, mais également sur notre dépendance à l'informatique en général, et en particulier à un acteur ultra dominant, Microsoft pour ne pas le nommer, dont on aimerait peut-être que les systèmes soient un petit peu moins centralisés, un peu plus résilients. En tout cas, cette affaire, pour beaucoup, c'est l'occasion d'appeler à nouveau à une informatique plus souveraine, moins dépendante des géants américains, même si c'est évidemment plus facile à dire qu'à faire. Alors justement, illustration encore de cette question de la souveraineté numérique, eh bien c'est le géant Meta qui s'en prend à la réglementation européenne, en tout cas, qui a décidé que son intelligence artificielle, son futur modèle, ne serait pas disponible prochainement en Europe. Le grand modèle de langage Llama 3 de Meta ne sera pas lancé dans l'UE. Non, en raison de la nature imprévisible de l'environnement réglementaire européen, c'est en ces termes que Meta a annoncé sa décision. L'IA de Meta prévoit en effet d'utiliser les publications publiques des utilisateurs de Facebook et d'Instagram pour entraîner ses futurs modèles. Mais Meta a finalement décidé de retarder le lancement de son intelligence artificielle après des discussions avec la Commission irlandaise de protection des données et à la suite de plaintes déposées par l'activiste Max Schrems. Les régulateurs européens ont exprimé des inquiétudes concernant l'utilisation par Meta des données des utilisateurs de Facebook et Instagram pour entraîner ces modèles. Bien que Meta affirme utiliser uniquement des informations accessibles au public et sous licence, les régulateurs ont jugé ces pratiques non conformes aux exigences du Règlement général sur la protection des données, le RGPD de l'Union européenne. Toujours du côté de l'Union européenne, ça a chauffé en début de semaine entre l'Europe et Elon Musk, le patron de X. La Commission européenne a accusé le réseau social X, dirigé par Elon Musk, de tromper les utilisateurs et de violer les règles de l'UE. La Commission reproche à X de permettre à n'importe qui de s'abonner pour obtenir le statut vérifié, ce qui induit les utilisateurs en erreur et permet à des acteurs malveillants d'abuser du système. Elon Musk a répliqué sur X en évoquant un accord secret qui lui aurait été proposé par la Commission européenne. L'affaire en est restée là. On n'en sait pas plus à l'heure actuelle sur ce mystérieux accord. En matière d'intelligence artificielle cette semaine, une nouveauté du côté d'OpenAI, la maison mère de ChatGPT, qui vient d'annoncer un nouvel outil, un petit modèle de langage. Petit mais costaud, il s'appelle GPT-4o Mini. GPT-4o Mini est une déclinaison du dernier modèle de langage GPT-4o. Particularité, il est plus léger et moins cher tout en étant très puissant, mais pour des tâches simples comme résumer des textes, créer des listes, suggérer des mots, etc. À l'instar de son grand frère GPT-4o, ce nouveau LLM est multimodal, c'est-à-dire qu'il sait interpréter les images
et le texte, et il peut générer des images avec DALL-E. Cependant, son apprentissage ne va pas au-delà de 2023. Il a donc des connaissances limitées. Il est disponible pour les utilisateurs gratuits et les abonnés payants de ChatGPT. Il suffit de le sélectionner dans la liste des modèles proposés. GPT-4o Mini devrait à terme remplacer GPT 3.5 Turbo. Mieux protéger les mineurs contre les dangers des écrans. On le sait, c'est une préoccupation majeure des pouvoirs publics. Alors, petite révolution depuis cette semaine, le contrôle parental devient obligatoire en France. Depuis le 13 juillet, les constructeurs de smartphones, tablettes, ordinateurs, liseuses, montres connectées ou encore consoles de jeux doivent obligatoirement proposer l'activation d'une solution de contrôle parental. C'est l'application d'une loi adoptée en mars 2022. Il s'agit de protéger les mineurs contre les contenus pornographiques, violents, haineux ou incitant à l'usage d'alcool ou de produits stupéfiants. Concrètement, l'activation d'un contrôle parental doit être proposée à la première activation de l'appareil. En cas de non-respect, des sanctions sont prévues, comme un retrait du marché ou des amendes administratives. Toutefois, ce contrôle, n'est pas complet. Il faut le préciser. En effet, l'obligation de contrôle parental ne concerne que les applications mobiles, mais pas les sites web. Autrement dit, pas de contrôle parental obligatoire sur les navigateurs Internet. Le mineur peut donc continuer à aller à sa guise sur les sites interdits aux moins de 18 ans. En outre, la mesure ne concerne pas les produits entrés sur le sol européen avant la date du 13 juillet. En revanche, à noter que cela s'applique aussi bien aux appareils neufs qu'aux produits d'occasion reconditionnés. Voilà, donc c'est bon à savoir, même si, en réalité, ça fait longtemps que les applications comme Facebook, Snapchat, etc. permettent aux parents de surveiller les comptes de leurs enfants. Mais bien souvent, les parents ne le savent pas et n'activent pas les contrôles parentaux. Donc maintenant, ce sera fait par défaut. Voilà pour l'actu de la semaine avec Nicolas, mon camarade virtuel. On passe à la suite. Le débrief transatlantique. Le débrief transatlantique, comme chaque semaine, avec Bruno Guglielminetti à Montréal. Salut Bruno. Et Jérôme Colombin à Paris. Salut Jérôme. Qui est diffusé simultanément, enfin pas simultanément, mais à la fois... presque. Moi, je suis certain que à quelque part sur la planète, il y a deux personnes qui écoutent la même chose, mais pas sur le même podcast. C'est quand même magique, hein? Dans ton podcast Mon Carnet et dans mon podcast Monde Numérique. Cette semaine, Bruno, je sais que ce qui se passe chez nous en Europe te turlupine et t'interpelle. Ouais, parce que pauvre vous, une fois de plus, je vois que le GAFAM se venge, parce que vous voulez, puis on en parle presque à toutes les semaines, mais il y a cette capacité, cette volonté chez les Français, chez les Européens, de vouloir encadrer les gros joueurs de la tech. Et puis là, j'ai l'impression que coup sur coup, avec des nouvelles annonces qui sont faites par les Meta, par les Apple de ce monde, par les Google, chaque fois, on est en train de voir des nouveautés qui sont accessibles partout sur la planète, sauf en Europe. Et là, la dernière nouvelle, c'est Meta qui vient d'annoncer que son IA de voix, d'image, il n'était pas question de l'offrir en France et en Europe en général, parce que semblerait-il que ce serait trop complexe avec la législation. Exactement, merci, qui est en place. Tu veux dire qu'on est en train de se reprendre un retour de bâton finalement? Ouais, exactement. Ouais. Effectivement, c'est un peu déroutant parce que Apple qui retarde, Meta qui retarde, enfin on sait pas trop, c'est flou d'ailleurs, il retarde, mais moi je pense sincèrement que, alors d'un côté je suis un peu d'accord avec toi, on se dit zut alors, toute cette réglementation européenne qui est censée nous protéger, finalement elle est en train de jouer contre nous, nous empêcher d'accéder à ces outils qui ils sont pas encore là mais qui s'annoncent formidables. Et donc qu'est-ce qui va nous rester? Il va nous rester, on va voir quoi, des retailles. Oui, il va falloir. Et s'il faut qu'on développe nous exactement la même chose, ça va prendre du temps. Donc on risque de se retrouver un petit peu dans une espèce de cybermonde parallèle attardé, en retard. Tu as raison. En même temps, je pense que on les connaît, nos amis les GAFAM, qui ne sont pas des enfants de cœur. Ah non.
je pense qu'il y a aussi une part de chantage là-dessus, et une part c'est un peu aussi une manière de faire pression, de dire, puisque d'une manière générale, ils sentent bien que les taux se resserrent à tout point de vue, pour leur activité, et donc ils actionnent un petit peu tous les leviers qu'ils peuvent actionner pour résister. Et je pense que à ce stade, c'est difficile de savoir exactement ce qui se passe, mais je pense que la vérité est un peu entre les deux. On va perdre quelque chose et en même temps, ils jouent un peu aux idiots avec nous, quoi. Ouais, mais en attendant, le mot est peut-être fort, mais en attendant, j'ai l'impression que les Européens sont un peu les consommateurs. Je parle pas des parlementaires, quoique eux aussi c'est des citoyens, c'est des utilisateurs de ces produits-là. Mais j'ai l'impression que vous êtes tenus un peu en otage. Oui, on est un peu pris par leur en otage. rancœur, hein. C'est vrai, on est un peu pris en otage. Prends l'exemple tout simple de la nouvelle version de iOS 18 qui va sortir. En France, vous allez l'avoir, mais l'intelligence artificielle, elle sera pas là. Exactement. Oui, mais alors là, c'est pareil. Est-ce que c'est pas aussi parce que Apple a un peu de mal à développer tout ce qu'ils veulent développer, y compris en français? C'est parce que la localisation de l'intelligence artificielle, c'est pas aussi simple que de localiser un programme. Bon, écoute, je ne sais pas. Peut-être qu'on va prendre un retard significatif, mais tu as raison de lever ce point et ça devient presque un vrai sujet. On va passer de presque un vrai sujet. Ah non, mais c'est un vrai sujet, je te le confirme. C'est un vrai sujet, ouais. Je suis sûr qu'on y reviendra. Ouais. On va passer de la période à nous sommes des colonies numériques des États-Unis à la période on est des otages numériques. Ouais. Des otages numériques, exactement. Ouais. Quand même, hein. Puis parallèlement, il y a cette autre information. Si on reste dans le domaine des IA, il y a Apple. Ça, c'est quand même quelque chose. Hein. Il y a cette histoire qui est sortie où on apprend que Apple aurait entraîné son intelligence artificielle à partir des transcriptions qui sont disponibles sur YouTube. Alors là, moi, j'ai un problème. Ben oui, mais moi j'ai un problème parce que d'une part, et sans permission là, ils ont donc été dans le dos d'un compétiteur à eux, Google, utiliser leur plateforme de vidéo et l'utiliser pour bonifier un produit qui est à eux. Ça c'est déjà une offense importante, mais en plus, qui met ce contenu-là en ligne? C'est pas Google, c'est pas YouTube, ce sont les créateurs comme nous. Ben effectivement. Bien sûr. Et donc, Apple est en train de voler ton contenu, mon contenu et celui de millions de gens pour bonifier un truc qu'ils sont en train par la suite de nous vendre des milliers de dollars. Quand même, ça prend du culot, hein? C'est incroyable. Mais en plus, c'est Apple. C'est-à-dire que c'est les gentils, entre guillemets. Oui, imagine, c'est les gentils, ça. Voilà, c'est les gentils, enfin ceux qui promettent de ne surtout pas exploiter nos données personnelles, etc. Alors, c'est vrai que là, ça fait un peu hold-up. Et t'as tout à fait raison, c'est un hold-up d'un géant contre un autre, et là encore, on est un peu otage en fait, de cette histoire-là. Mais tu sais, dans ce cas-là, moi, j'ai l'impression que ça sent le recours collectif. Et j'ai l'impression, écoute, c'est des millions de gens. Ça, c'est ton esprit nord-américain qui parle, là, parce que tout de suite, là, vous dégainez le recours collectif. Ben non, mais écoute, c'est clair. On y pense quand on a organisé 3 grèves et 2 manifs. Là, on se dit, tiens, il y a peut-être un truc à faire en justice. Non, allons-y d'abord avec la justice, là. Elle est là pour servir. Non, mais écoute, c'est clair, on verra. C'est Apple qui parle toujours de sa transparence. Si on commence à regarder le trousseau qu'a servi à faire la formation, tous les gens qui se sont fait violer le contenu, ils auront droit à une compensation. Alors, j'imagine que quand tu fais l'entraînement d'une IA, là, c'est pas une centaine de textes, c'est des millions de vidéos qui ont servi. C'est peut-être ça aussi, Bruno, le problème aujourd'hui, c'est que c'est la course à l'IA et toutes ces entreprises qui sont en train de développer des modèles, elles ont besoin de data, elles ont besoin de données, et il y a une espèce de course effrénée à la collecte de data. Et donc, au début, c'était un peu le Far West, et c'est comme ça qu'OpenAI, apparemment, se serait servi allègrement sur le web avec des articles de presse, style New York Times, Le Monde, etc. Mais les transcriptions de YouTube, c'est vrai qu'on n'y avait pas pensé, mais ça montre bien que
ça devient une ressource précieuse, voire peut-être une ressource rare si on commence en plus à mettre des sécurités, parce que si demain YouTube nous offre une petite case à cocher lorsqu'on publie une vidéo pour dire non, je ne veux pas que mon contenu serve à entraîner les IA des uns et des autres, ça risque de on est en train de casser leur business model en fait. Puis tu vois, avec cette explication-là, en tout cas cette histoire-là qui est en train de devoir d'être exposée au grand jour, j'avais une petite pensée pour encore nous, soyons égoïstes, les podcasteurs qui récemment ont eu droit à une belle nouvelle fonctionnalité chez Apple, la transcription des podcasts. Alors moi, il faut faire 1 + 1 = 2. Alors essentiellement, à quoi ça va servir les podcasts hébergés sur la plateforme d'Apple Podcast? À nourrir et informer l'intelligence artificielle d'Apple. Tu veux dire que on croyait qu'ils avaient fait ça pour nos beaux yeux et pour les beaux yeux, ou plutôt pour les belles oreilles de nos auditeurs, et tu veux dire que en fait ce serait pour eux? Ouais. Ah, mais bien sûr, tu as raison. Mais c'est très fort, hein. C'est évident. Ouais. Bon, écoute, c'est pas joli, hein, monsieur Apple. Bon, puisqu'on est du côté des GAFAM, Bruno. On s'en fait un dernier, là. Oui, allez, on s'en fait encore un. Alors, tu as vu, il y a Microsoft qui annonce un outil qui est pas mal. Alors, c'est un peu niché, comme on dit, c'est un peu spécialisé, mais c'est intéressant. Ils vont lancer une espèce d'outil de création graphique, un peu comme la plateforme Canva que moi j'utilise beaucoup, personnellement. Donc, c'est assez intéressant, ce truc-là. Ben oui, tu parles de Designer. C'était disponible sur le web. Si tu fais partie des rares personnes qui utilisent Edge, ça t'était proposé dès l'accueil. Là, ça faisait partie des choses. Il y avait Bing, il y avait Designer qui était là. Je pense qu'il appelle créateur ou création là, en français. Ouais. Et donc, ça fait un petit moment que c'était là, mais on savait pas trop à quoi ça servirait. Non, pour le moment, c'est pas payant. On peut l'utiliser comme on veut, c'est gratuit. D'accord. Mais là, donc, c'est ça. Alors, officiellement, l'offensive est lancée parce que Microsoft lance Designer en version iOS et en version Android. Exactement comme Canva l'a fait depuis un moment maintenant. Et puis, il faut savoir que et c'est là où j'ai hâte de voir dans quelques mois où ils vont être rendus, parce que Canva de l'an dernier puis Canva de cette année, c'est plus du tout la même chose. Quand on regarde l'évolution de cet outil-là, moi, j'avais la difficulté à l'utiliser l'an dernier. Et cette année, je pense qu'aux 2 jours, je suis sur Canva en train de faire une illustration, de retoucher des photos. Alors, Ouais, il faut dire un petit peu quand même, Bruno, ce que c'est que Canva, parce que effectivement beaucoup de gens connaissent, mais beaucoup ne connaissent pas, parce que c'est donc une appli qui permet. Enfin, tout le monde a entendu parler de Photoshop. C'est un Photoshop facile à utiliser, je dirais. Et disponible à partir de l'internet. Donc, on n'a pas besoin d'installer quelque chose sur son ordinateur, exactement, à moins qu'on veuille l'installer en local sur notre téléphone, là. Mais c'est ça. Alors, c'est la possibilité. C'est un éditeur d'images, un créateur d'images. Puis c'est à la fois maintenant, c'est plus que ça, hein. Parce que maintenant, ils font la vidéo. Ils font la vidéo, ils font les présentations PowerPoint, l'équivalent d'eux. C'est devenu très, très large, hein. Mais c'est vrai que ce soit, par exemple, toi ou moi, pour faire des couvertures d'épisodes de podcast, des choses comme ça, mais aussi une mère de famille pour faire un carton d'anniversaire pour ses enfants, par exemple, une carte de vœux. Enfin, les possibilités sont immenses. C'est hyper facile à utiliser. Il y a des ressources. Maintenant, ils ont intégré l'intelligence artificielle aussi, qui marche pas très bien. Hein, c'est-à-dire qu'on il faut aller voir à l'extérieur. Ouais, il faut aller voir à l'extérieur. Mais surtout, c'est une belle réussite. Hein, c'est une entreprise australienne, Canva, et vraiment qui ne cesse de s'enrichir et de s'améliorer. Ouais. Mais ce qui est intéressant dans le paysage, c'est quand même de dire que il y a beaucoup de ressources, même dans la version de base qui est gratuite de Canva. Évidemment, si vous décidez de mettre les sous, là, vous allez en avoir encore plus. Mais là, de voir des designers de Microsoft arriver avec un service de base qui est aussi gratuit, ça va être intéressant de voir comment ça va se jouer. C'est une reconnaissance aussi pour Canva, et ça montre qu'il y a un vrai marché aujourd'hui et qui est au-delà, je pense, justement des professionnels purs et durs. Bon, Bruno, puisque c'est un tel plaisir de discuter avec toi chaque semaine et que vraiment les sujets sont innombrables, qu'est-ce que c'est que cette histoire de réseau social où on est tout seul avec des IA là? Ouais, j'ai l'impression, puis je te parle pas de X où il y a plein de robots qui génèrent du texte. Non, c'est un
nouveau réseau social qui vient d'apparaître. C'est disponible en version mobile. Moi, je l'ai téléchargé. Je l'ai essayé. Ça s'appelle Aspect ou Aspect en anglais. Et c'est exactement comme tu le dis. C'est-à-dire qu'on est le seul humain entouré de bots, de robots, d'intelligence artificielle. Ben, écoute, c'est horrible et non, moi je trouve que c'est une belle démonstration de où on est rendu maintenant, ce qu'on est capable de faire. Parce qu'il y a des gens, quand on leur dit qu'il y a des robots qui génèrent du texte sur les réseaux sociaux, ils disent ouais, non, mais ils imaginent pas. Alors quand on installe Aspect et on l'utilise en version gratuite, là, parce qu'il y a aussi une version payante, ça vous donne une idée de où on est rendu et comment il y a vraiment des machines qui peuvent se faire passer pour des humains. Ça, je trouve ça intéressant. Maintenant, écoute, si on veut créer une chambre d'écho, peu importe le sujet, ben c'est le meilleur endroit parce que l'IA va vous parler de n'importe quoi puis va être toujours d'accord avec vous. Bon, toi tu es toujours à la pointe, je vais immédiatement aller télécharger Aspect pour en savoir plus. Mais prends pas la version payante, ça vaut pas la peine. Non, écoute, on commence toujours par la version gratuite. Garde ton argent pour ton abonnement Canva, là. Ouais, exactement. Bon, à part ça, de quoi parles-tu cette semaine dans ton émission? Écoute, je suis très heureux que tu poses la question parce que j'ai des gens que tu connais, entre autres Marjorie Payon qui vient faire son tour sur mon carnet parce qu'on parle de politique cette semaine. Il y a J.D. Vance qui vient d'être nommé comme colistier de Donald Trump. C'est un gars qui a la techno dans le corps, dans le sang. Il a fait sa fortune avec ça. Et puis, donc, je fais le lien. Le lobby de Silicon Valley qui veut avoir son entrée à la Maison-Blanche avec un vice-président potentiel. Ça, on le saura au mois de novembre. Et puis, il y a Pierre-Éric Chevalier. Je ne sais pas si tu as vu ses productions. C'est un bonhomme. Écoute, je dirais pas que c'est un Michel-Ange, mais il est pas tellement loin. C'est un bonhomme qui, depuis 2 ans... Ah oui, c'est vraiment, il est de... écoute, si on faisait du karaté, là, c'est ceinture noire 6e dan. Là. C'est très fort. Mais donc, depuis 2 ans, il travaille, il manipule, c'est un artiste avec les intelligences artificielles qui génèrent de l'image, mais surtout maintenant de la vidéo. Tous les jours, il nous balance sur X et sur LinkedIn des productions qu'il crée, des courts-métrages. D'accord. C'est vraiment fascinant. Là. C'est de l'ordre du de Avatar ou de Star Wars. C'est le Michel-Ange de l'IA. Exactement. Alors, Pierre-Éric Chevalier, il habite à Toulouse. Ça fait longtemps que je le courais après. Et on a finalement trouvé un moment. Wow. J'ai fait une entrevue. Vous allez voir que quand je suis fan. Et puis, c'est vraiment un beau moment qu'on passe avec lui. Puis, il parle beaucoup. Il y a toute une réflexion de créateur par rapport à ça. Alors, c'est ça. Sinon, ça fait 20 ans que Google est à Montréal. Alors, j'ai eu une discussion avec un des patrons de Google ici pour parler de ce qu'a amené Montréal à Google et ce que Google a amené à Montréal. Écoute, tu vas me faire de la concurrence, ça donne envie d'aller écouter mon carnet, hein. J'espère bien, puis j'invite tes auditeurs. Jérôme, je te souhaite de passer une bonne fin de podcast, puis on se retrouve vendredi prochain. Mon cher Bruno, je te dis à vendredi prochain, et je te souhaite une très bonne fin de podcast. Salut. Salut. L'innovation de la semaine. L'innovation de la semaine, et une fois n'est pas coutume, cette semaine, dans cette rubrique, on ne va pas parler au présent, mais au futur. Et on va parler de smartphones du futur. Si vous aimez les smartphones qui se plient en deux, nouvelle tendance depuis quelques années, eh bien, bonne nouvelle, sachez que bientôt, ils pourront se plier en 3. En tout cas, c'est ce que prévoit Samsung. C'est dans les cartons, un modèle d'iPhone, enfin pas d'iPhone, mais de smartphone Galaxy plutôt, signé Samsung, pouvant se plier en 3, devrait sortir. Alors on n'a pas de date évidemment, on n'en sait pas plus pour l'instant, mais c'est donc carrément dans les cartons. Ça offrirait une surface d'affichage encore plus grande lorsqu'il est déplié. On parle d'une surface totale d'environ 10 pouces, c'est presque une tablette. Cependant, avant cela, eh bien, le constructeur coréen va devoir innover précisément et va devoir essayer de régler un problème. C'est celui de l'épaisseur de ces appareils pliants. Car certes, ils se plient, mais il y a toujours beaucoup d'électronique à l'intérieur et donc ça fait des smartphones qui sont plus épais, plus lourds également que les modèles traditionnels. C'est une préoccupation importante, toujours chez ce constructeur, Samsung. Si l'on en croit des informations qui ont fuité récemment, la prochaine tendance, ce sera d'aller vers des smartphones pliants de plus en plus fins. Ils ont révolutionné le marché, ces smartphones pliants, mais on peut faire encore mieux. Samsung a l'intention de s'attaquer à ce problème avant même de sortir un éventuel modèle qui se plierait en 3, tout simplement avec le prochain Galaxy Z Fold, ce sera le Fold 7 puisque
le 6 vient de sortir. Il se pliera encore en deux, visiblement, mais il devrait être beaucoup plus fin. En tout cas, c'est ce qui a été demandé aux équipes d'ingénieurs de Samsung. Il devrait être plus fin que le S24 Ultra, c'est-à-dire un smartphone qui, lui, ne se plie pas, mais qui est déjà particulièrement raisonnable en termes de volume. Le défi, n'est pas simple à relever parce que il s'agit quand même de conserver toutes les fonctionnalités et la robustesse également de l'appareil. Les ingénieurs de Samsung vont donc devoir travailler sur plusieurs aspects pour atteindre cet objectif. D'abord, il faudra utiliser des matériaux plus légers, mais qui soient tout aussi résistants. Alors on parle d'alliage de titane et aussi de versions avancées de Gorilla Glass, ce verre qui équipe la plupart des smartphones aujourd'hui. Il y a aussi la question de la charnière, c'est ce système de pliage au milieu, qui est encore assez massif, mais qui doit être extrêmement résistant. C'est un peu comme les placards Ikea. Il faut que ça puisse résister à des centaines, voire des milliers de pliages. Donc, il va falloir, là aussi, innover pour miniaturiser le truc. Et donc, ça va passer par une réduction des composants internes. Tous les composants, c'est déjà une tendance très forte chez les fabricants de smartphones. De plus en plus, les différents composants de l'appareil sont miniaturisés, sont réduits à l'état de simples puces. Enfin, tout est intégré dans les mêmes puces. Et il y a également la batterie qui doit être considérablement réduite. Il faut la redimensionner, il faut réarranger tout ça de manière à optimiser l'espace. Donc des batteries plus fines. Tout cela serait en cours de développement. La batterie, c'est un vrai sujet. Il n'y a pas vraiment de batterie souple aujourd'hui. On avait pu voir au salon Mobile World Congress de Barcelone en février dernier un modèle de smartphone présenté comme complètement souple car il pouvait se fixer comme un bracelet autour du poignet, signé Lenovo ou Motorola si je me souviens bien. Mais en réalité, ce sont toujours des appareils qui s'articulent et qui permettent de donner une impression de souplesse. Bref, le smartphone entièrement souple qui se roule dans la poche, celui qu'on a vu dans les films de science-fiction, c'est pas encore pour tout de suite, mais il faut savoir que malgré tout, les fabricants planchent sur des choses qui vont un peu dans ce sens-là. Monde numérique, le meilleur de la tech. On passe aux interviews de la semaine de Monde Numérique. On va parler du Vision Pro, le masque d'Apple qui vient de sortir en France. C'était le 12 juillet. Alors, à quoi peut-il servir ? On va voir ça avec un spécialiste des applications de réalité virtuelle. Et puis après, on s'intéressera à l'intelligence artificielle qui arrive de plus en plus dans nos smartphones, notamment pour l'information, pour s'informer. C'est ce qu'annoncent des fabricants comme Apple. Quelles conséquences sur notre manière de nous informer ? On voit ça avec un spécialiste des médias numériques, Frédéric Fillou. Les interviews qui vont suivre sont proposées en version intégrale si vous écoutez Monde Numérique, l'hebdo premium sur Apple Podcast. Sinon, retrouvez-les en épisodes séparés, long format, la semaine prochaine sur toutes les plateformes de podcast. Bonjour Jordan Richter. Bonjour. Vous êtes directeur commercial de la société LS Group, qui est une entreprise spécialisée dans la conception de programmes en réalité mixte, VR, 3D, etc. Alors, le Vision Pro, selon vous, est-ce que c'est fondamentalement différent ? Est-ce que ça apporte des choses en plus ou au contraire des difficultés supplémentaires ? Alors, fondamentalement, pas différent. Des casques de MR, le Quest 3 fait par exemple de la MR. Donc MR, réalité mixte. Réalité mixte, donc exactement. On mélange à la fois le concept réalité augmentée, réalité virtuelle, c'est ça ? Exactement. Donc voilà, cette techno, elle est déjà utilisée dans d'autres casques qui existent, qui ont déjà été sortis. Là où pour nous, c'est un très bon casque, c'est en termes de qualité d'écran. On a vraiment des sensations assez importantes quand on le met sur les yeux. Le casque se contrôle par les yeux, c'est-à-dire que je pointe avec mes yeux une application et je viens pincher pour la sélectionner. Donc c'est des nouveaux gestes, un petit peu comme Apple a l'habitude de faire. On a appris à swiper avec les iPhones, et là du coup on va pincher et contrôler avec les yeux. Donc ça c'est un peu intéressant. Ça amène aussi pas mal de cas d'usage intéressants pour le business. À partir du moment où on peut traquer les yeux, ça permet de dire où est-ce qu'on a passé du temps pour regarder un objet, regarder un paysage, un monument. Enfin voilà, il y a plein de cas d'usage à inventer.
Ouais, là vous collectez de la data en fait. C'est possible effectivement de collecter toute cette data, puis de la mettre en parallèle avec les besoins des gens qu'on a en face de nous. Là où aujourd'hui c'est quand même un casque qui se positionne en termes de pricing assez haut, t'es sur environ 4000 $, aux États-Unis, 4500 $ aux États-Unis, 4000 € ici. C'est donc pas pour tout le monde, même si du coup la vision d'Apple c'est d'avoir un casque un peu personnel, c'est mon ordinateur en fait que je viens porter sur ma tête, le special computing comme on dit, et donc du coup de ce point de vue ce sera pas forcément la grosse révolution tout de suite, mais c'est un casque qui promet beaucoup. Il y a des applications qui existent déjà, de belles applications, et il y en a plein qui sont à venir. Et qu'est-ce que vous imaginez, vous, comme type d'application que vous pourriez développer pour vos clients ? Alors aujourd'hui, ça pourrait être effectivement du showroom en réalité mixte, c'est-à-dire je viens faire apparaître les produits de ma marque préférée ou ma future voiture là où j'ai envie de les faire apparaître, donc dans mon salon ou dans mon allée de jardin, pouvoir explorer un petit peu sous tous les angles. Je pense qu'il va y avoir beaucoup d'applications du côté du jeu vidéo. Clairement, alors notre société fait pas du jeu vidéo, mais c'est clairement quelque chose qui fait partie de ce genre de techno. L'entertainment, c'est un gros secteur pour tout ce qui est technologie immersive. Et je pense qu'il y a encore plein de choses qu'on n'imagine même pas. Je pense qu'un des objectifs va être aussi de se dire comment je transpose une application que j'ai sur mon iPhone en 360, c'est-à-dire mon application de banque. Aujourd'hui, elle est en 2D sur mon téléphone. Comment je vais pouvoir la visualiser en fait sur mon bureau en portant le casque. Il y a plein de choses comme ça qui sont essentielles à se dire, et je pense que là ça va être intéressant de voir ce qui va être imaginé par les développeurs, et surtout essentiel de faire appel à des gens qui ont l'habitude des techno immersives et qui connaissent le spatial, justement ce qui nous entoure, les interactions, tout ce qui est UX, donc expérience utilisateur dans un monde 360. Ça devient essentiel sur le développement d'applications de ce type. Mais est-ce que c'est fondamentalement différent de ce que vous faites déjà sur le MetaQuest ou le casque HTC ou autre ? En soi, non. Je pense que ce que va apporter Apple va être surtout une démocratisation de l'outil, encore plus que ça ne l'est. Donc vous y croyez, parce que démocratisation, on en est loin quand même, à 4000 € le produit, des ventes qui sont pas extraordinaires, mais vous y croyez ? Alors oui, clairement, parce que c'est une intégration dans l'écosystème d'Apple qui rend du coup les passerelles très faciles entre un Mac, un iPhone, un iPad et un Apple Vision Pro. J'ai envie de dire, quand Apple a sorti le iPhone 1 avec un prix assez prohibitif, au départ, les gens y croyaient pas non plus. Donc, je pense que c'est peut-être pas la première itération qui va fonctionner. On sait qu'Apple a déjà mis un petit peu le frein sur une version 2 qui soit au même niveau que l'Apple Vision actuelle, mais on sait qu'ils préparent une version un peu plus light, donc moins chère, peut-être justement pour aller dans cette démarche de démocratisation. Est-ce que véritablement c'est un game changer, comme on dit, ça va vraiment faire basculer le marché, ou bien c'est une marche de plus qui est franchie, mais sans plus. C'est un espoir pour nous de faire ce côté un peu game changer pour que les gens s'approprient cette techno, justement, et arrêter de vivre sur les hypes. Une année, on va dire, la VR est morte, l'année d'après, vive le métaverse, puis quand le métaverse échoue, c'est à nouveau la VR qui disparaît. Non, nous on travaille dans ce secteur depuis 15 ans, la 3D. Il y a une vraie utilité côté industrie, il y a une vraie utilité côté retail, donc ça n'a jamais bougé. Donc pour nous, le game changer, c'est le grand public, et faire vraiment découvrir et rendre accessible au plus grand public ce genre de techno. Vous dites que certains de vos clients se montrent déjà intéressés. Selon vous, c'est quoi ? C'est parce que c'est le produit à la mode et donc il faut se l'approprier pour être dans le coup, ou bien ce sont vos clients imaginent déjà des applications spécifiques qui ne peuvent pas faire jusqu'à présent ? Alors, il y a, je pense, les deux cas. Je pense qu'il y a effectivement le cas de pouvoir s'approprier une nouvelle techno qui émerge. On sait qu'Apple a mis du temps à sortir ces fameuses lunettes de réalité augmentée qui sont du coup l'Apple Vision Pro aujourd'hui peut-être.
Donc ça se faisait attendre et on se dit ok, si Apple se lance et sort un produit, c'est qu'Apple est un peu sûr de son marché. Donc il y a une confiance, je pense, dans la marque et donc du coup ça devient une nécessité de s'approprier le device et se dire qu'est-ce que je peux en faire. On a aussi des gens qui ont déjà réfléchi à ce qu'ils veulent comme type d'application sur des milieux peut-être un peu plus luxe et haut de gamme, pouvoir offrir des expériences un peu personnalisées, individuelles à une clientèle peut-être de niche également. Donc là, on a aussi des choses qui sont déjà je pense pensées dans les services marketing, communication des entreprises. Donc voilà, c'est un peu des deux. Merci beaucoup. Et merci beaucoup. Jordan Richter, directeur commercial de la société LS Group. Bonjour Frédéric Filloux. Bonjour Jérôme. Tu es journaliste, c'est pour ça que je me permets de te tutoyer, spécialiste de la tech et des médias depuis de longues années. Hein. Tu as travaillé à Libération, aux Échos, tu as participé au lancement de 20 minutes, à l'Express, etc. Et puis tu travailles depuis pas mal de temps sur vraiment la problématique des médias et des technologies. Tu as d'ailleurs passé 2 ans à l'université de Stanford aux États-Unis pour plancher là-dessus. Et puis enfin, tu es l'auteur d'une newsletter qui s'appelle Épisodique. Et une newsletter dans laquelle récemment tu développais un sujet particulièrement intéressant, qui est que selon toi, l'arrivée de l'intelligence artificielle sur les smartphones, et notamment avec ce que promet Apple, qui a été annoncé récemment, ça va changer non seulement nos usages au quotidien, mais notre manière de nous informer. Hein. Pour quelles raisons ? Eh bien, en tout cas, on est dans la continuité des relations entre la technologie et les médias. Les médias, en fait, le développement des médias a toujours été très étroitement lié aux vecteurs technologiques qu'il incarnait. Donc, ça a été effectivement l'imprimerie, ça a été la radio, ça a été la télé, qui se sont livrés à des concurrences parfois féroces, mais qui ne se sont pas totalement cannibalisés. Là, on entre dans une nouvelle ère avec le numérique depuis un moment, qui a totalement changé la donne et notamment les business models. Et là, on va rajouter une nouvelle couche, une double couche qui est la prééminence du smartphone et d'un smartphone qui va transporter un agent conversationnel basé sur de l'intelligence artificielle. Et là, ça va quand même changer beaucoup de choses. C'est-à-dire, et pour quelles raisons ? Parce qu'on va passer d'un système dans lequel je vais sur mon app, que ce soit une app de réseaux sociaux, bon, ce qui est une plaie pour l'information, ou que ce soit une app d'un média quelconque, où j'appuie je vais sur Le Monde, je vais sur le New York Times, je vais sur le Wall Street Journal, je vais sur n'importe quoi, et puis je chope mon information. Là, on va passer à des systèmes conversationnels où on va avoir une espèce de réintermédiation par des intelligences artificielles. Et ça va se passer en grande partie, peut-être pas tout de suite, parce qu'il faudra un petit peu de temps pour ça, mais on va demander à son agent, à son assistant personnel, à son agent intelligent, on va lui dire « Fais-moi une synthèse des positions de la France insoumise sur tel ou tel sujet. Qui était à C'est à vous aujourd'hui? Qui était sur France Inter ce matin? Est-ce que tu peux me dire que dans l'interview de 8h20 de ce matin, quel était l'invité et qu'est-ce que la personne a dit? Donc, tu vas avoir les systèmes qui vont te restituer tout ça, qui vont aller te le chercher, qui vont faire des synthèses. Et tout d'un coup, les applications risquent fortement de disparaître. Et là, je pense que ça va être une évolution, voire une révolution qui va être vraiment très compliquée à gérer pour les médias. En fait, ça va être que du bonheur pour l'utilisateur, mais ça va faire mal aux éditeurs, c'est-à-dire aux médias. Oui, parce que on va rentrer dans un système où le vecteur technologique devient également producteur et émetteur d'informations avec des avantages compétitifs absolument phénoménaux. Parce que l'avantage, ça va être le volume, c'est-à-dire le fait que Apple a plus de 1 milliard de devices, de smartphones qui sont activés dans le monde, ce qui est une base installée absolument gigantesque. Elle avec des taux de pénétration absolument phénoménaux dans les pays industrialisés. Même topo pour Android, qui doit avoir quelque chose comme 3 milliards de devices avec une plus grande diversité sur le public. Et ce sont des objets sur lesquels on passe 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures par jour et qui nous connaissent de façon totalement intime. C'est-à-dire que si on ajoute à nos habitudes de consultation d'informations le fait que tous ces systèmes nous connaissent à travers les réseaux sociaux, vont être capables de personnalisation complètement infinie
de notre système d'information, on va arriver à une espèce de surpuissance de ces systèmes. Le problème est aggravé, à mes yeux en tout cas, et là je suis extrêmement sévère par rapport à ça, par ce que j'appellerais la capitulation des éditeurs de presse qui se bousculent pour aller faire des deals avec les opérateurs d'intelligence artificielle comme OpenAI. Et là, pour moi, c'est la dernière série de clous sur le secteur de l'information. Et je vois pas ça de façon très positive. Pourquoi ? Parce que c'est aussi la garantie pour ces acteurs-là d'avoir des revenus et de ne pas se faire payer, de ne pas se faire piller sans contrepartie. Et puis ça alimente aussi la richesse des moteurs d'IA. Justement, sur le dernier point, je pense que le fait de pouvoir, pour une IA comme GPT 5, 6 ou les versions ou Anthropic, Claude, etc., je pense que le fait de pouvoir embarquer des données de super bonne qualité comme celles des éditeurs de presse qui ont signé avec eux ou qui vont prochainement signer avec eux, ça va faire gagner 1 an, 2 ans, 3 ans, ce qui est monumental à l'échelle du développement de l'intelligence artificielle à tous ces opérateurs. Donc je pense que c'est une très 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 mauvaise idée parce que c'est-à-dire qu'il leur donne les clés du camion, quoi. Il leur donne les clés du camion et il crée les instruments de la concurrence de demain. C'est-à-dire que du point de vue de l'IA, aujourd'hui, du point de vue d'un opérateur d'IA, ils ont passé leur temps à se nourrir avec du surimi, c'est-à-dire de la bouffe, de la malbouffe de mauvaise qualité, des données pourries où ils mettaient l'équivalent du Gorafi, ce qui a donné des trucs. Alors, il n'y avait pas que ça, il y a aussi du Wikipédia, etc. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont pris le tout venant. Tu as raison, ils ont pillé les données, mais ça, je vais y revenir dans un instant. Mais ils ont pris le tout venant, et le tout venant étant quand même extrêmement très divers en termes de qualité. Et là, tout d'un coup, avec des deals qui sont faits dans des conditions effectivement très intéressantes pour les éditeurs, ils vont se retrouver, ils vont passer du surimi au caviar. C'est-à-dire qu'ils vont avoir des données d'enfer qui répondent à une équation très simple, qui est l'équation centrale des opérateurs d'intelligence artificielle, qui est pourquoi je choisis un média, pourquoi je choisis un éditeur de presse. C'est sur la base d'une équation qui va être la qualité perçue ou réelle, la fréquence de rafraîchissement des données, à quel rythme cet éditeur produit les données, et tertio, la profondeur des archives. Il est vrai que quand tu vas mettre dans une IA, encore une fois comme les futures versions de ChatGPT ou d'autres, 2 millions d'archives du Guardian, du Financial Times ou du Monde, mais pour eux c'est Broadway. Ils vont complètement apprendre comment ces médias produisent leur information et ils vont être en mesure de la restituer. Alors oui, à court terme, c'est génial. Ça apporte des suppléments de revenus qui sont de l'ordre on parle de 250 millions de dollars sur 5 ans pour le Wall Street Journal. Je pense que le Monde et les autres, ça doit être, ils m'ont pas fait de confidence, bien évidemment, ce sont des accords secrets qui en plus de ça sont passés séparément parce que tout ça, on est dans un système où c'est fracturé pour mieux régner. Mais pour le Monde, pour le Figaro, qui n'a pas encore signé, mais pour des médias comme ça, de cette taille-là, ce sera plutôt entre 5 et 10 millions de dollars par an qui vont se mettre en bas du compte d'exploitation. Donc c'est de la marge. Donc c'est génial. Donc effectivement, on ne peut pas blâmer le Monde ou les autres d'avoir signé avec les opérateurs d'IA. Mais à terme, je pense que c'est un suicide collectif. Merci Frédéric Filloux, journaliste spécialiste des médias et des technologies et auteur notamment de la newsletter épisodique. Merci. Allez, on va terminer cet épisode de l'Hebdo avec un petit bol de science-fiction. Comme chaque mois, on retrouve le prospectiviste Olivier Parent du podcast Écho du futur qui nous parle cette semaine du roman Neuromancien. Neuromancien est un roman de William Gibson. Il suit les déboires d'un anti-héros impliqué dans une enquête qui le mènera aux frontières du réel et du virtuel. Dans une aventure entre terre et espace, au cœur d'une lutte entre humanité et intelligence artificielle. Bien que ce roman semble ne receler rien d'exceptionnel pour un lecteur du XXIe siècle, il fait néanmoins partie de ces œuvres qui tiennent une place majeure dans l'histoire de la science-fiction et celle de nos rapports aux technologies. Si aujourd'hui cette place ne semble pas évidente,
c'est que, d'une part, les sujets cyber, de réalité virtuelle et d'IA sont des thèmes récurrents dans la science-fiction, que l'on évoque la littérature, le cinéma, la bande dessinée ou les jeux vidéo. D'autre part, notre présent tend à rattraper la fiction. Ce qui semblait lointain il y a peu est en passe d'intégrer notre quotidien. Ceci étant dit, il est habituellement attribué à William Gibson, l'auteur de Neuromancien, l'invention du terme et du concept de cyberespace. Il est aussi dit que son œuvre est la première du mouvement artistique appelé cyberpunk, mais ces références sont vaines s'il n'est pas précisé que ce roman a été publié en 1984. Rappelez-vous, à cette époque, point de téléphone portable. Le Radiocom 2000, l'ancêtre de la téléphonie GSM, ne sera lancé qu'en 1986. Les réseaux informatiques interconnectés, on ne parle pas encore d'Internet, échangent des données à un débit de 56 kilobits par seconde. Il faudra attendre 1989 pour passer à 1,5 mégabits. Il faudra surtout attendre 1991 pour pouvoir consulter le premier site internet et 1993 pour voir le World Wide Web quitter le giron des militaires et des scientifiques pour passer dans le domaine public. Alors oui, en 1984, William Gibson a fait preuve de génie quand dans son roman Neuromancien, il décrit ce qui, aujourd'hui, est pour ainsi dire notre quotidien. Avant Google, Facebook et Amazon, Gibson, dans son roman, commence par mettre en lumière que la richesse d'un monde qui se dématérialise est dans la donnée. À l'origine de nos sociétés, la richesse résidait dans l'accès aux ressources, les matières premières. Après la révolution industrielle, cette richesse devient valeur et dérive vers le savoir-faire et les capacités de production. Aujourd'hui, la valeur s'incarne dans la connaissance du marché et celle des acteurs, producteurs et clients, et dans les capacités de mise en relation. Une preuve ? Prenez Amazon. Sa puissance, sa richesse ne tient sur rien de tangible si ce n'est son réseau de fournisseurs, de toute taille et de clients, nous-mêmes réduits à l'état de données, coordonnées et transactions potentielles. L'autre domaine que Gibson explore est celui du traitement des données dans un réseau global. Plusieurs auteurs et nombre d'œuvres se sont essayés à cet exercice, sachant qu'il n'y a rien de moins figuratif qu'une infinité de 0 et de 1, le code numérique. Dans le roman Neuromancien, l'interface humain-machine se fait au moyen d'une connexion neuronale. Elon Musk est un des plus grands promoteurs de ce genre de technologie. William Gibson pourrait bien voir de son vivant, en 2024 il a 76 ans, se réaliser la plus folle de ses intuitions. Et retrouvez tous les épisodes d'Écho du Futur sur le podcast Écho du Futur, partenaire de Monde Numérique. C'est fini pour cet épisode de l'Hebdo. J'étais ravi de passer ce moment avec vous, comme chaque semaine. Je vous souhaite un très bon été si vous êtes déjà en vacances ou si vous vous apprêtez à partir. Encore une fois, n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages, ça fait toujours plaisir. Et surtout à noter ce podcast sur les plateformes 5 étoiles, un avis, et puis faites connaître également Monde Numérique à vos amis, à toute personne susceptible d'être intéressée par ce contenu. Merci pour les messages que vous m'avez envoyés tout récemment. On se retrouve samedi prochain, on sera là, encore une fois. Ce sera le dernier épisode avant un régime de croisière pour l'été. Je vous souhaite une très bonne semaine pleine de tech. Salut.
Comme des milliers d'auditeurs, vous avez apprécié cet épisode et vous souhaitez associer l'image de votre entreprise au podcast Monde Numérique, alors n'hésitez pas à nous contacter. Le podcast est un média idéal pour toucher une audience attentive, de qualité. Plusieurs formats sont possibles. Spot classique, message host-read ou encore contenu sponsorisé. Pour devenir partenaire de Monde Numérique, rendez-vous sur le site mondenumérique.info, rubrique Contact. On a certainement plein d'idées à partager.